La science du bâtiment évolue sans cesse, rythmée par les défis actuels auxquels nous faisons face. Efficacité énergétique, adaptation au changement climatique, durabilité, conservation des édifices et réhabilitation. Les matériaux et les techniques sont sophistiqués et de plus en plus performants, mais encore faut-il les maîtriser. À cet effet, cette série de webinaires répond à la fois aux exigences fondamentales commandées par la pratique du bâtiment et aux enjeux contemporains de la science, suivant une approche interactive et dynamique permettant de comprendre, connaître, intégrer et performer. Le 5e webinaire se concentrera sur la performance et la durabilité de l'enveloppe du bâtiment tout au long de son cycle de vie. Les thèmes de l'efficacité et de l'innovation seront traités tout autant que la détérioration, la vétusté et la réhabilitation des édifices. Ce 5e webinaire conclura la série en abordant les grands enjeux de la conservation et les stratégies actuellement mises de l'avant à cet égard. Hi, Richard. Hi, Megan. So I'm happy to be working on this webinar series with you this year. Thank you. So I'm Dave Stammen. I'm the principal engineer with UL. I have over 25 years experience with fenestration and building envelope industry. Bonjour, bienvenue à tous. Alors, je suis fier de vous présenter une série de webinaires en enveloppe du bâtiment intitulée 5 inédites leçons sur l'enveloppe du bâtiment. Mon nom est Richard Trempe, je suis architecte depuis 25 ans, consultant en enveloppe du bâtiment et responsable du transfert des connaissances en sciences du bâtiment chez UL. Alors, ce qu'on va vous présenter finalement, c'est une série de 5 webinaires dont on voit ici le portrait général, qui suivent 4 axes principaux que sont le comprendre, le connaître, intégrer puis performer. Les premiers webinaires se concentrent sur le comprendre. On va commencer avec une première tranche qui va comprendre la question de tout ce qui est de l'environnement, le climat, les exigences rattachées à l'enveloppe du bâtiment, pour ensuite se diriger vers les principes physiques. Donc, on va vraiment s'attarder sur les principes qui se rattachent à l'enveloppe du bâtiment à travers ce qui était fait et à travers ce qui se fait et ce qui va se faire aussi. Ensuite, dans le connaître, on va se concentrer au niveau du 3e webinaire sur les plans d'étanchéité, l'enveloppe, les codes, les normes, les différentes procédures d'essai et évidemment aussi les outils d'évaluation de l'enveloppe du bâtiment. Le quatrième webinaire va se concentrer au niveau de l'intégration, c'est-à-dire qu'on va plus aller vers le concret vis-à-vis de l'enveloppe du bâtiment au niveau de la typologie des enveloppes, les murs, les toitures, les assemblages, la compatibilité des matériaux, etc. Et finalement, on va terminer avec le 5e webinaire sur la performance, donc l'état, les conditions, la performance, le cycle de vie, la durabilité. Donc, on va vraiment regarder tout ce qui se passe à travers le cycle de vie d'un bâtiment, à travers ses désordres, à travers son entretien et aussi, évidemment, à travers sa réhabilitation à la fin de sa première vie. Alors, bienvenue à tous. Je vous souhaite un bon webinaire, puis de nous donner aussi un retour sur vos commentaires, que ce soit durant la présentation ou après la présentation. Merci.
Alors, c'est avec plaisir que j'anime encore aujourd'hui, en compagnie de Madeleine, cette formation UL portant sur l'enveloppe du bâtiment. Mon nom est Richard Trampe, je suis architecte et je me sens privilégié de venir passer du temps avec vous tous aujourd'hui, collègues de l'industrie, pour ce 5e webinaire de la série 5 leçons inédites sur l'enveloppe. La présentation d'aujourd'hui durera comme les autres environ 1 heure et je vous invite à nous transmettre vos questions tout au long de la présentation et nous prendrons par la suite quelques minutes pour vous répondre directement et échanger ainsi avec vous. La discussion d'aujourd'hui portera donc sur l'état et la performance, comme Madeleine l'a dit en introduction, en approfondissant ce que chacun signifie, chaque terme dans la vie d'une enveloppe, de même que les désordres qui surviennent en cours de service. Il s'agit bien sûr d'un survol de la matière qui sera éventuellement approfondi, je l'espère, suite à ces 5 premiers webinaires sur l'enveloppe que nous avons développés chez Velcled. Les objectifs, en fait, ce 5e webinaire constitue une certaine synthèse dans la vie d'une enveloppe. Il cherche à donner quelques réponses en visant les objectifs que vous voyez à l'écran. Identifier d'abord, on va regarder quelques ouvrages de référence en matière de durabilité de cycle de vie. Évaluer dans quel contexte les contraintes et les conditions existantes de l'enveloppe vont influencer sa performance. Reconnaître les principaux processus de désordre dans l'enveloppe, leurs causes, leurs conséquences. Identifier quelques approches de conservation actuellement utilisées. Puis finalement, essayer de comprendre la façon dont l'amélioration, l'efficacité et l'innovation s'intègrent dans la préservation de notre patrimoine bâti. Nous avons d'ailleurs invité aujourd'hui une personne spécialiste à ce sujet qui se joindra à moi dans quelques minutes. Abordons d'abord la question de la performance de nos bâtiments, où nous en sommes et où on va. J'aime beaucoup cette image trouvée sur le web. Le vert est à la mode, comme certains mots accrocheurs, écologie, éco-construction, bioconstruction, éco-responsabilité, architecture verte. Des mots de rêve qu'on accole sur à peu près n'importe quoi. Amusez-vous à regarder la quantité de matériaux qui intègrent sur leur fiche technique des logos verts, des arbres et un ciel bleu. On nous montre depuis plus de 20 ans une face verte et superficielle pour mieux penser qu'on fait mieux. Je ne veux pas trop être méchant, mais qu'en est-il vraiment? Souvent, trop souvent, derrière ces façades et ces images, la réalité n'a pas vraiment changé. Certes, mon opinion est peut-être biaisée car on m'appelle surtout en condition de problème, mais j'ai comme une impression que rien n'a vraiment changé. On a plein de nouveaux matériaux plus efficaces, plein de concepts plus prometteurs les uns que les autres. Mais qu'est-il advenu? Pourquoi une si faible performance? Oui, pourquoi? D'abord, je pense qu'on n'a pas encore développé de vue d'ensemble de l'enveloppe. On essaie, puis on s'améliore. On aborde encore trop les détails et les jonctions un à un. On les aborde sans faire intervenir les parties prenantes, sans vraiment songer à une conception intégrée. Malgré la grande qualité des matériaux disponibles, ils sont souvent mal installés encore, oui, souvent en quantité insuffisante ou à des endroits non stratégiques, surtout dans le cas des isolants. Souvenons-nous de la résistance thermique effective et dépréciée vue au webinaire 3. Et que dire des ponts thermiques que nous commençons juste à prioriser? Et puis les fuites d'air, le combat auquel on doit s'attaquer en resserrant notre réglementation, telle que prévue pour les prochaines années, mais surtout en améliorant la façon de construire, les procédés, la main-d'œuvre et évidemment la surveillance. Autre point qui explique peut-être pour moi en partie la faible performance, c'est souvent la négation quasi totale du site et de ses contraintes dans nos implantations et l'expression de nos façades, à commencer par le contrôle solaire insuffisant ou mal compris ou carrément mis de côté, avec entre autres des fenêtres mal orientées, trop grandes ou encore des matériaux qui surchauffent. Doit-on adapter nos matériaux aux expositions et contraintes ou plutôt nous adapter à ces contraintes par une sensibilisation sensée à l'environnement, au soleil, à la pluie, au vent? Voilà une bien grande question dont la réponse pourrait nous aider à faire mieux et de façon plus durable. La ventilation exagérée et non planifiée de nos espaces intérieurs est aussi un symptôme d'un manque de planification intégrée, encore plus éloquent entre la mécanique et l'enveloppe, entre les ambiances, le confort, la santé et la matérialité des murs et des fenêtres. Les systèmes mécaniques sont souvent trop complexes, vous le savez, mal placés et mal entretenus, portant ainsi ombrage au bâtiment sain que nous espérons tous.
La performance, que ce soit en sciences du bâtiment, en éducation, en système de santé, peu importe, elle repose sur des assises sociales. Il faut de la volonté, des incitatifs, des préoccupations qui viennent autant de la base de la société que des gouvernements. On voit à travers toute l'Amérique comme cette sensibilisation diffère d'un État à l'autre, d'une province à l'autre, avec des résultats qui sont à la hauteur de cette sensibilisation. Bref, la pratique du bâtiment n'a pas évolué autant que sa technique, au sens que la technique évolue beaucoup plus vite que notre pratique. On peut faire mieux, beaucoup mieux, et on le sait parce que certains le font. Dis-moi, Richard, moi je trouve ça un peu mélangeant. Quand on parle de performance, comment on pourrait définir ça? Il me semble qu'on n'a pas tout à fait la même définition, que ce soit en français ou en anglais. En français, pour moi, ça suggère davantage l'idée d'un résultat, d'une finalisation d'un produit. Par contre, en anglais, on réfère davantage au comportement, à la tenue d'un produit. Alors, je vois donc l'idée d'une performance en cours des travaux, de la fabrication, mais aussi en opération, donc durant la vie en service. Oui, effectivement, Madeleine, je pense que c'est important ce que tu dis. Puis j'ajouterais en plus que la performance répond de façon primitive aux besoins élémentaires de se protéger, comme l'attente qu'on a discuté au dernier webinaire. Et elle doit répondre, cette performance, à la recherche d'équilibre de confort physiologique, psychologique, sociologique et économique. J'imagine qu'on pourrait développer encore longtemps sur la performance, mais qu'est-ce que tu en penses si on regardait plutôt quelques objectifs de base de performance auxquels on répond habituellement dans notre travail? Oui, c'est parfait. Alors, je vais faire ça, puis j'en ai sorti 6 finalement. D'abord, l'efficacité énergétique de l'enveloppe en maîtrisant les pertes de chaleur et notre approche constructive de gestion de l'eau au moyen de l'écran par pluie. Voilà deux aspects qui sont régis, qu'on connaît bien par des exigences des codes, la réglementation et qui permettent certainement d'assurer une certaine performance. Donc, pour moi, c'est la base même. Deuxièmement, un contrôle des plans d'étanchéité à l'air et le contrôle de l'humidité pour assurer la continuité parfaite des systèmes, comme on a d'ailleurs regardé assez longuement là, au webinaire numéro 3. Autre élément qui m'apparaît important, c'est la conception d'assemblage qu'on dit à haute durabilité en utilisant des matériaux compatibles, donc résistants, non putrescibles et tolérants aux contraintes, et qu'on peut associer à certaines durées, variables selon le type de construction, mais ce qu'on parle souvent, ce qu'on voit dans les documents, on peut parler des toitures, donc des systèmes de 15 à 30 ans, des fenêtres de 20 à 40 ans et des scellants de 5 à 25 ans. Seulement quelques exemples. Un quatrième qui m'apparaît fondamental et qui est beaucoup dans le cadre de mon travail, ce qui me passionne, la question de l'entretien amélioré grâce à une conception facile d'accès, à la recherche d'un entretien minimal et une séquence de construction optimisée. Donc, l'entretien prend ainsi naissance à la conception même. Cinquièmement, fondamental, une mise en service de l'enveloppe, qu'on entend de plus en plus parler, passant par un contrôle de qualité lors de la conception et de la construction, tel que nous avons discuté un petit peu au dernier webinaire. Et enfin, lorsqu'on est rendu en opération, un programme d'entretien préventif. Nous allons revenir sur certains de ces aspects, Madeleine, de la performance lorsque nous dresserons en fin de parcours aujourd'hui un bilan de nos 5 webinaires. J'ai discuté précédemment aussi de certaines références qui peuvent nous guider pour améliorer notre pratique. J'en ai mis ici quelques-uns en bas qui sont certainement des incontournables, dont entre autres des ouvrages d'organismes de référence reconnus, que ce soit l'HRE ou le Green Guide, les nombreux guides illustrés sur l'efficacité par les gouvernements, ici entre autres celui sur l'étanchéité à l'air publié par BC Housing, que je vous invite vraiment à aller voir, il est très bien fait. Les normes et procédures par les agents reconnus, par les autorités compétentes, autrement dit, toute la question des normes CSA, NFPA, ASTM ou encore évidemment UL. Et aussi les codes de bâtiment, les codes de l'énergie, les codes HRI et toutes les autres réglementations en lien avec l'efficacité énergétique. Voilà pour la performance. Mais aujourd'hui, on parle maintenant de haute performance. Alors que la notion même de performance apparaît peut-être plus ou moins maîtrisée, la notion de haute performance peut paraître précipitée. Lorsque j'ai préparé une conférence l'an dernier sur la question de la santé, la haute performance et le bâtiment, j'avais monté un organigramme de valeurs attribuable à cette notion de haute performance et dans le fond, je me propose de vous la présenter ici en guise de synthèse
sur ce que l'on pourrait chercher comme objectif à atteindre. D'abord, pour moi, la haute performance, on va considérer 3 aspects fondamentaux: la vision du projet, l'efficacité et la contribution. Qu'est-ce que j'entends par vision réaliste du projet? C'est vraiment le mot réaliste. Donc, vraiment avec, comme on a vu, des plans d'étanchéité qui sont effectifs, qui puissent être posés, réalisés, des calculs de résistance thermique qui correspondent beaucoup plus aux installations qu'à un assemblage, vous savez, théorique, une addition de R. La question de la perte de performance, on va parler de performance en service un petit peu plus tard, mais cette performance anticipée, on peut l'anticiper, justement, on peut la connaître. C'est un élément qui m'apparaît fondamental. Et lorsqu'on est dans la conservation, la base même, c'est la connaissance de l'existant. Donc, cette vision réaliste du projet, je l'additionne à l'efficacité. Donc, ça, c'est vraiment les notions fondamentales que l'on applique et qu'on applique mieux aujourd'hui. La question des transferts de chaleur, donc la question des bris thermiques, étanchéité à l'air et à l'eau, et évidemment, la durabilité. Troisième élément qui m'apparaît important, qui est beaucoup plus récent, je dirais ici, on parle peut-être de 10-15 ans, c'est la question de l'enveloppe contributive. C'est-à-dire que mon enveloppe, mon système de revêtement, donc certains éléments qui servaient d'abord d'abri ou de protection, vont devenir intégrés dans la facture énergétique. Ils vont contribuer à quelque chose, que ce soit par l'intermédiaire de la question de la gestion de l'eau, de l'ensoleillement. Cette enveloppe-là va devenir contributive. Point vraiment qui m'apparaît important dans ce qu'on appelle la haute performance. J'ajoute à ces 3 points les 3 suivants qui m'apparaissent aussi très importants. La question de l'adaptation aux usages. Un bâtiment dure très longtemps, les usages changent et cette adaptation doit être réfléchie dès la conception du bâtiment. Quels usages? Donc, au niveau de l'air, de l'humidité, des pressions, des changements d'usage, du recyclage, des nouveaux usages. Et cette question-là est importante et se colle au 5e élément, la question de la santé puis de l'hygiène. Sain pour les usagers, évidemment, confortable, toute la notion de confort qui est un incontournable de plus en plus d'ailleurs, et le bien-être psychologique. Finalement, la question d'entretien facile, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt, des accès généraux, accès aux matériaux, prévention, programmation, ça m'apparaît vraiment 6 éléments fondamentaux pour la haute performance. Et ultimement, le dernier que je rajouterais, c'est la question du respect de l'environnement. Évidemment, toute la question écologique, la question des énergies intrinsèques, propriété des matériaux, environnement et voisinage et foncièrement les changements climatiques. Ces aspects-là sont connus, mais je dirais que depuis quelques années, mais même depuis quelques mois, on entend constamment parler de ces éléments-là, et de façon intéressante, c'est sûr, là, en construction et aussi en enveloppe du bâtiment. Je terminerai avec un mot sur l'entretien encore, des exemples qui m'apparaissent un peu farfelus, puis pourtant, c'est des choses qui arrivent tous les jours. On sait que l'entretien est primordial, j'en ai parlé souvent dans les webinaires, pour atteindre une certaine pérennité. Mais encore faut-il permettre l'accès pour l'entretien. Personnellement, dans mon travail, j'ai trop souvent constaté des lacunes majeures à cet effet, comme par exemple, en haut à droite, une tour de 26 étages à palier qui avait été réalisée sans vraiment d'accès pour entretenir les vitrages, les verrières, les scellants en partie supérieure, demandant ainsi des ajouts post-construction combien plus dispendieux qu'avoir préparé et prévu finalement un type d'assemblage d'accès pour l'entretien. Ou encore, ce qui fait encore plus sursauter, en bas à gauche, un méga hôpital qui, à force de s'agrandir, puis c'est vraiment un cas typique d'hôpital, a créé différentes cours refermées sur elles-mêmes, des cours extérieures, mais refermées sans même plus avoir d'accès pour apporter une petite nacelle pour en faire l'inspection de ses façades et les entretiens d'usage. Et ça, j'ai vécu ça il y a même pas, c'est il y a 2 ans finalement dans le cadre d'une inspection de façade. Avec mes exemples, c'est sûr qu'on est bien loin des principes nobles de durabilité, mais pour moi, ces éléments essentiels font justement partie intégrante d'une haute performance. La performance en service se définit, selon moi, à travers l'entretien. À cet effet, vous pouvez trouver dans des ouvrages de référence des calculs d'indices de vieillissement qui constituent des données fondamentales pour nous permettre d'anticiper le potentiel de conservation d'un bâtiment. Réduite à sa plus simple expression, cette équation tient compte de l'addition de tous les travaux qui pourront assurer le bon fonctionnement de l'enveloppe, le tout divisé par une estimation de la valeur de remplacement. Donc, des petits outils qui nous aident vraiment
dans le cadre de l'évaluation des bâtiments qu'on cherche à conserver. Quand on parle de performance et de durée de vie, il faut se rappeler que si l'entretien est manquant, la durée de vie sera celle du maillon le plus faible, comme ici, un scellant dans un ouvrage de briques avec un joint de mortier. Alors, ma petite question d'en bas, quelle durée de vie utile aura un mur de maçonnerie fait de briques, on peut parler de 200 ans, de mortier, là on va réduire à 40 ans, et de joints de scellement, souvent qui va se limiter à 10 ans, s'il n'est pas entretenu adéquatement. Avant de passer au bloc traitant des désordres, j'inviterai Claudio Bardetti, donc mon collègue, à se joindre à nous pour conclure ici sur la performance et l'efficacité. Claudio travaille avec moi chez UL Club et est directeur technique au département de consultation et de mise en service. Claudio aide les équipes d'architectes dans la réalisation de l'enveloppe sur le nouveau projet. Et c'est un passionné, pour ceux qui le connaissaient, Jean Moutardi, c'est un passionné du hockey quand on le voit en présentation. Et c'est aussi un passionné de tout ce qui concerne l'innovation et l'efficacité énergétique. Fait que si tu veux, Richard, Oui. je vais ouvrir la webcam, comme ça les gens pourront rencontrer Claudio. Ils vont nous découvrir après ce webinaire. Oui, et les La gens correspondance. peuvent jouer avec leur écran, savoir s'ils veulent avoir la présentation en plus gros ou avec... Alors moi, on voit le côté de mon veston, ça me fait non, mais plaisir. collez-vous un peu, là. Claudio, Claudio, un peu. OK. Donc, Claudio, attention un peu dans la droite. vous voyez, Non, c'est vraiment live. Oui. Ah, OK, there we go. OK. OK. Je pense qu'on va remettre juste le son. Alors, c'est ça, Claudio, d'abord, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu la nature de ton travail chez UL, qui touche vraiment la question de la conception et de l'aide aux architectes au plan d'architecture. Alors, premièrement, bonjour à tout le monde et merci à Richard de m'avoir invité. C'est sûr que je fais partie de l'équipe de consultation et mise en service chez CLEB. Alors, nous, on travaille vraiment en amont avec les architectes et les professionnels. On va faire des revues. Je vais parler d'un projet typique parce qu'on fait d'autres activités aussi. Mais dans un projet typique, nous, on va faire comme des revues, des jeux de dessin, d'architecture, des détails, des revues de devis. Et dans ça, c'est sûr que notre fonction principale, ça serait de s'assurer que tous les plans d'étanchéité, que vous avez probablement parlé dans des webinaires, l'étanchéité de l'air, de la vapeur, de l'eau et la barrière thermique sont bien conçus et adéquates pour le projet. Et on voit souvent des lacunes au niveau des continuités de ces éléments. Et c'est sûr que aussi des interfaces. On va porter beaucoup d'attention sur les interfaces, sur différents assemblages et si le risque est bien maîtrisé. L'autre chose qu'on fait souvent, c'est on va faire des recommandations selon les nouvelles procédés, méthodes de bonne construction. Il y a plein de nouveaux produits qui ont sorti sur le marché pour être plus énergétiques. Alors, on va essayer de les promouvoir et de voir si le projet a un budget qui pourrait les intégrer. C'est sûr qu'il y a toujours une question d'argent, mais on voit de plus souvent qu'ils sont ouverts à ces nouvelles technologies. Alors, ça, c'est une des choses qu'on fait vraiment au début du projet avant qu'il se rende en soumission. L'autre étape que je pense est très importante, qui est vraiment le bienvenu à travers nos développeurs et clients, c'est le fait qu'on va être la personne liaison pour d'autres secteurs d'activité qu'on va participer, comme des essais en laboratoire, des essais in situ. Tout ce qui est contrôle qualité au chantier. Alors, on va être la personne clé de gérer tout ce monde. Alors, le client n'a pas besoin de contacter plein de monde. C'est beaucoup plus facile pour lui pour gérer un projet. Et je dirais, dans les nouveaux projets LEED qu'on voit souvent aujourd'hui, on fait des plans de viabilité dans ce sens, puis on fait partie de l'équipe pour gérer le volet de LEED. Parfait, merci. Ça nous dit un petit peu ce que tu fais, puis tu es baigné vraiment par ton travail dans ce qui se fait, dans ce qui se découvre. Puis lorsqu'on a parlé du webinaire 5, je trouvais ça intéressant par rapport à l'innovation, que Claudio vient nous parler de certains éléments, dont un élément qui était intéressant, c'est au niveau de l'innovation, c'est la question des changements climatiques qui nous, je ne dirais pas c'est une simulation, qui nous oblige finalement à remettre en question des éléments. Puis peut-être nous expliquer en quelques mots en quoi cette nouvelle vision par rapport au changement climatique va modifier ou changer notre perception de certains éléments. Puis je sais que tu as choisi l'image justement de l'accord de Paris pour nous en parler. Oui, c'est exact. C'est que l'accord de Paris, je trouve, on l'oublie souvent parce qu'on rentre trop des fois dans les détails, mais notre nouveau code d'énergie va être le bienvenu parce que c'est une des choses qu'il faut faire
au niveau secteur bâtiment, parce que l'accord de Paris, ça regroupe tous les secteurs d'activité. Mais si on parle seulement de bâtiment, bon, ben, le code d'énergie, il va falloir qu'il soit plus sévère dans le sens que il faut réduire nos émissions de carbone. Et si on regarde les grandes cibles qu'on a mis dans l'accord de Paris, ils veulent qu'on soit carbone neutre en 2050. Alors, c'est très proche. C'est des cibles assez difficiles à atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de code? Et je vous dirais que ce qui est intéressant, c'est même avant l'accord de Paris, dans le CNEB 2011, on voit que l'esprit du code a changé. Si on regarde dans les premières parties du code, c'est très, très clair que l'exigence et l'esprit du code, c'est d'utiliser nos ressources naturelles plus efficacement pour, dans le fond, avoir un effet moins efface sur notre planète. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on construit plus durable, on consomme moins d'énergie, il faut de plus en plus utiliser nos ressources naturelles. Alors, c'est vraiment au niveau de code les interventions qui doivent être faites pour atteindre nos objectifs au niveau de l'accord de Paris. Et je dirais même qu'il va y avoir un nouveau volet qui va traiter vraiment le parc immobilier existant. Ça, c'est un gros problème parce que présentement, les nouveaux codes, les codes d'énergie, devraient dire, sont plus donnés ou adaptés pour des nouveaux bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos vieux bâtiments qui ont besoin d'être rénovés bientôt? On a beaucoup de bâtiments qui, présentement, subissent cette intervention. Alors, il va y avoir des codes qui sont vraiment adressés à ce secteur, des bâtiments existants. Parfait, ça va être intéressant. Puis tu parlais du Code national d'énergie, peut-être juste pour faire une mise à jour, parce qu'hier, il y avait des présentations, j'ai assisté à une présentation du TEC qui parle de l'horizon 2019 et plus 2020. Donc, on s'en vient avec on s'en vient avec quelque chose. Il y a un autre élément que je voulais parler avec toi, c'est toute la question de l'innovation qui passe aussi par le concept de Passive House. Puis, je sais que tu t'es intéressé un petit peu à l'histoire de Passive House, puis vers où on s'en va avec ça. J'aimerais ça que tu nous en parles quelques instants. J'aime vraiment cette diapo parce que même moi, je vous dirais, ça fait une couple d'années que je viens de m'apercevoir que on pense souvent que c'était une innovation de nos amis les Allemands, mais en fin de compte, c'était conçu, je devrais dire, les grassroots, les origines de Passive House sont canadiennes. Alors, en Saskatchewan, ils ont bâti ce bâtiment qui s'appelle des Conservation House en 1977. Là, on parle de 41 ans. Là. On voit un peu le style. On voit le style, oui. Mais si on regarde les grands principes, là, c'est les principes qu'aujourd'hui, on essaie de toujours encore d'aller chercher. On regarde une efficacité d'enveloppe très, très efficace. On regarde des récupérateurs de chaleur qu'ils ont introduits dans ce projet. Des capteurs solaires. On parle du PV, la technologie PV, de plus en plus pour être net zero au Passive House. C'est une technologie renouvelable qu'on doit s'en servir. Alors, malheureusement, notre coût d'énergie au Québec... pas malheureusement. Dans un sens, oui, malheureusement. Notre coût d'énergie est tellement faible comparé à des pays européens ou scandinaves. Alors, on n'a vraiment pas pris le chemin du Passive House, tandis que les Allemands, ils ont vu vraiment un grand potentiel pour comment construire des maisons. Alors, ils l'ont adopté et ils l'ont rebaptisé The Passive House Concept. HAESS. Exact. Alors, je trouve que c'est intéressant comme on est canadien. Et je vous dirais même, si on regarde Saskatchewan, si on regarde le CNEB 2017 qui vient de sortir récemment, là, si on regarde les valeurs de la toiture et le mur, encore aujourd'hui, ils sont inférieurs à ces valeurs. Comme aujourd'hui, une valeur pour Saskatchewan, ce serait R27. On regarde Conservation House, c'est R40 et la toiture, dans le nouveau code, c'est R41. Ici, c'était R60. On a encore des gros gains à faire là-dessus. Alors, mais ce qu'il faut aussi peut-être comprendre, c'est que les codes d'énergie, c'est vraiment minimum. C'est comme les codes de construction, c'est le minimum. Il ne faut pas se vanter avec ces codes. De l'atteindre, c'est ça. Ces codes Passive House, c'est des codes volontaires qui sont au-delà de nos codes de base. Alors, parfait. Espérons qu'un jour, on va y atteindre. J'aimerais ça, avant que tu nous quittes, que tu... ici, en passant, on voit le bâtiment Passive House qui était le plus haut au monde, le plus gros. Je te dirais en Nord-Amérique. En Nord-Amérique, c'est un des plus gros qui vient récemment d'être construit en Manhattan, à New York. Puis, c'est bien qu'on regarde cette diapo parce que
Passive House, ça nous induit un petit peu en erreur parce qu'on pense que c'est toujours Maison. une maison. Tu sais, puis le nom le dit aussi. Là. Alors, oui, c'est parti avec l'idée pour une maison, mais là, on s'en sert pour toutes les sauces. Hein. En Europe, on est capable de bâtir des multilogements, du centre commercial, des pharmacies, des écoles, des gymnases. En Europe, ça se fait. Ici, on commence à le faire. Au tout début, tout le monde disait, ben non, c'est trop sévère pour introduire dans les gros bâtiments, mais on le voit, c'est construit, ça se fait. Absolument. Alors, on commence aujourd'hui de le faire. C'est sûr que si on aurait des codes plus exigeants, ça serait plus en demande. Oui. Mais ça, c'est un projet volontaire encore. Parfait. Puis c'est ça, avant de nous quitter, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de tes réflexions par rapport à ce qui peut s'en venir ou ce qu'on doit s'attendre dans les prochaines années en termes d'innovation. Oui, alors, c'est sûr que vous allez entendre les mots comme Net Zero, Passive House, les technologies qui vont utiliser les technologies, les énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'on vit on pousse toujours très, très fort le PV parce que le PV, aux dernières vingtaines d'années, il y a eu un grand progrès là-dessus, la technologie. Absolument. Et notre coût aussi commence à être au point où ça commence aussi à être intéressant en Nord-Amérique. En Europe, on voit plein de projets où ce que le PV est utilisé sur les toitures, et comme ici aussi, c'est la première place qu'on va les installer à cause que les grandes surfaces et à proximité pour pogner les rayons du solaire. Mais ils ont vu que c'est pas assez d'énergie qui est développée. Qu'est-ce ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de l'introduire sur les paraments. Et on voit dans le mur. Oui. Alors, on voit sur les diapos aussi plein de projets qui sont introduits. J'avais pris ce projet, oui. Oui. Alors, des PV qui sont introduits soit dans les murs rideaux, dans les sections tympans. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de la partie vision. Alors, on a vraiment des parties transparentes qui ont des PV qui sont intégrés. C'est sûr qu'ils ne sont pas aussi efficaces que la section tympan en bas, mais c'est une technologie qu'ils sont en train de développer. Alors, l'idée, c'est de vraiment utiliser toute la surface verticale des bâtiments pour générer de l'énergie. Puis là, on voit aussi en Europe des balustrades en transparente, des canapés. Dans le fond, partout où on a une surface acceptable. Partout où on a une surface, même j'ai entendu dire que ça se peut qu'ils vont même paver des autoroutes pour des voitures électriques, pour pogner des énergies solaires. Alors, on voit que c'est une technologie vraiment qui est en développement encore, qui va être utilisée. Il y a un fabricant qui lui, il est convaincu qu'un bâtiment en entier, son enveloppe va être utilisée pour générer de l'énergie. Alors, c'est vraiment une technologie qui bouge. Il y a une autre technologie qu'on n'a peut-être pas mentionnée ici, qu'on n'a pas de diapo, on appelle Dynamic Glass, c'est chromatique, c'est vraiment, on va voir introduit dans une tuile scellée, c'est de fluctuer avec la teinture du verre. Oui. Alors, c'est un aspect aussi esthétique très intéressant pour créer un aspect dynamique dans l'enveloppe. Alors, on va voir des bâtiments carrément que dans l'après-midi, il va y avoir une différente couleur sur une tuile scellée pour justement contrôler l'effet solaire puis diminuer la chaleur du bâtiment. Alors, il y a vraiment des nouvelles technologies. J'ai lu le microdynamique, dans le sens il y a le macrodynamique, les pare-soleils, etc., mais le microdynamique, le verre intelligent. Oui, le verre intelligent. Écoute, ça a été super intéressant. Merci beaucoup d'être venu me rejoindre quelques minutes pour parler de la performance et de l'innovation. C'est moi qui vous remercie, puis bonne suite. Oui, voilà. Donc je vais continuer. Je vais demander à Madeleine de venir me couper l'image. C'est fait. Parfait. Et on va continuer notre présentation. Et à cette étape-ci, on a conclu un petit peu sur la performance, mais il m'apparaissait important d'intégrer dans ce webinaire-là certains aspects de la pratique qui touchent le bâtiment existant et surtout la façon de l'aborder. Donc, on va vraiment là tomber dans un exercice qui va nous plonger dans le bâtiment existant, mais toujours en quête de performance. J'ai tenté de résumer dans un tableau sommaire les principaux types de contraintes que l'on rencontre à la source d'une détérioration dans un bâtiment et qui se retrouvent, selon moi, à 4 niveaux, et on va les regarder très rapidement. Ces 4 niveaux-là, il y a d'abord les considérations constructives. Donc, quand on parle de bâtiment existant, c'est pas vieux bâtiment nécessairement, ça peut être un bâtiment très récent, et très vite aussi, on voit les défauts d'origine apparaître, toute la question aussi de l'évolution du bâtiment, de l'enveloppe, des agrandissements, les autres interventions, la difficulté de remplacer des matériaux en raison de l'assemblage d'origine ou de réparation, les modifications qu'on va apporter suite aux révisions de normes en matière de sécurité, santé, etc. Donc, tous ces éléments-là font
lien avec des contraintes de considération que j'appelle constructives. Le deuxième type de contrainte, le cycle de vie, fait plus référence à la dégradation des assemblages, le mauvais état de la structure, la perte d'efficacité des matériaux et l'agression, que ce soit par des agents chimiques ou biologiques. Troisième contrainte que vous connaissez très bien et qu'on a parlé dès le début du webinaire, du premier, la question du climat puis des autres événements naturels, que ce soit les conditions climatiques, inondations, mouvements de sol, neige, etc. Et finalement, un incontournable, la question de l'intervention humaine, les changements d'usage qu'on a déjà parlé, plus le manque d'entretien, évidemment, qu'on associe à des questions humaines. En plus des niveaux d'appréciation de détérioration qu'on vient de regarder, ça m'a fait important de vous faire part aussi de un petit peu mes appréhensions sur l'identification des causes des détériorations qu'on a dans l'enveloppe. En effet, bien souvent, la cause des désordres, je considère qu'elle est identifiée trop rapidement ou de façon bâclée, alors qu'il s'agit d'une donnée essentielle pour éventuellement savoir quoi faire. Je me suis amusé ici à penser tout simplement à une fenêtre, en y listant à gauche les problèmes typiques, infiltration d'air, d'eau, condensation, rupture de vitrage, problème de manœuvrabilité ou inconfort. Voilà des problèmes fréquents. Les causes possibles sont quant à elles multiples et se doivent d'être, à mon avis, investiguées dans l'ensemble. Est-ce la fenêtre le problème, son encadrement, sa connexion avec le mur? Bref, pour à peu près, je vous dirais, 7 types de problèmes, j'ai ressorti facilement une trentaine de causes possibles. Et c'est vraiment là c'est un tableau sommaire, là, mais par ces questions-là, finalement, qu'on doit se poser en lien avec le matériau, l'assemblage, les jonctions, qu'on peut trouver les bonnes causes de détérioration. Excusez-moi. La question des désordres dans l'enveloppe commence donc par, évidemment, un bon diagnostic. Je crois que l'analyse des conditions doit être vue de façon holistique, donc en combinant à la fois l'étude du terrain, l'enquête et la recherche documentaire. L'image que j'ai montée ici montre ces 3 niveaux d'analyse. Donc, je pars de mon analyse des conditions du bâtiment, d'abord par une connaissance des éléments constructifs, le fondamental. Donc, c'est le genre d'expertise qu'on connaît tous, qu'on fait tous, trouver la cause des problèmes, investiguer, faire un curtage, fouiller, évaluer la performance. Donc, c'est ce que j'ai mis dans la connaissance des éléments constructifs. La deuxième colonne, la reconnaissance du contexte et de l'histoire, elle, c'est comme, dans le fond, un pilier qui vient s'accrocher puis qui vient soutenir tout le reste de notre analyse. C'est vraiment de trouver l'historique du bâtiment, l'entretien qui a été fait, quelles sont les valeurs qu'on va conférer à ce bâtiment-là. Je vais y revenir dans quelques minutes, ce que j'appelle ici la valeur émotionnelle, les enquêtes, les transformations, les changements d'usage. Donc, bref, tous les documents disponibles qui vont nous permettre de retracer une analyse de conditions qui nous permettent finalement de comprendre ce qu'on a vu dans la première case. Et enfin, la troisième, des fois malheureusement qu'on oublie, c'est la question des connaissances générales. On comprendra que si on travaille sur des bâtiments de 150 ans, il n'y avait personne qui était là, mais on doit savoir comment ça se construisait. Parce que c'est pas parce que ça fait 150 ans que c'est là que c'est bien fait. Donc, il faut connaître les techniques de construction, les techniques des anciennes constructions, puis une certaine connaissance des métiers puis des matériaux traditionnels en lien avec le type de bâtiment sur lequel on travaille. Donc, c'est vraiment ces éléments-là. Puis, l'analyse, Madeleine, je pense que... Oui, je dis que l'analyse sur le terrain a été expliquée et décrite par beaucoup de consultants au fil des décennies afin de nous fournir une méthodologie de travail, mais le Canadien Anderson est un de ceux-là, alors qu'il nous présentait il y a 30 ans son kit d'expertise, je pense qu'on peut voir ici sur la photo. C'est sûr que ça nous fait rire un peu en voyant la grosseur de ses outils, sa lampe de pouce, les lentilles de caméra. Mais dans le fond, la méthode, elle reste sensiblement la même. L'objectif demeure de connaître l'existant pour savoir comment l'améliorer. Oui, c'est vrai, Madeleine. L'image me fait penser effectivement quand j'étais jeune, j'allais avec mon père en expertise. On avait 2 valises de près 50 livres pour aller faire une inspection de toiture. Ça a changé. Oui, effectivement. Mais l'analyse existante qu'on soit en 1993 ou en 2018, je pense que, en tout cas de mon côté, je l'explore de 4 façons, en 4 étapes, qui sont ici la question de l'inspection, de l'expertise, des tests de performance et des simulations. L'étape de l'inspection, donc au tout début de notre étude d'expertise d'un bâtiment, on doit toujours se rappeler, évidemment, des informations essentielles que je vous donne ici pour comprendre notre enveloppe.
la question de l'âge du bâtiment, les techniques de construction, l'usage du bâtiment, on revient encore aux usages, type d'entretien historique. Évidemment, c'est notre base, comme on a vu tout à l'heure. Pour l'inspection proprement dite, souvent cette inspection-là va faire appel à tous nos sens. Puis j'insiste là-dessus, la question du vu, de la vue du toucher. Donc, les drones, c'est un exemple, peuvent nous aider beaucoup. Il y a plein d'appareils qui peuvent nous aider, mais il n'y a pas un appareil encore qui peut toucher et qui peut apprécier de façon tactile, finalement, la cohésion, la stabilité d'un élément. Donc, le toucher est important. L'odorat l'est tout autant aussi, dépendamment moi, j'ai pas nécessairement d'odorat, il y a des gens au bureau qui sont capables de sonder, pas de sonder, mais de sentir finalement je dirais pas la putréfaction, mais le taux d'humidité dans les murs, dans les espaces, etc. Et la question de l'entendre aussi, l'ouïe pour sonder, par exemple, les pierres, donc qui peuvent nous aider. Donc, vous voyez, il y a à peu près tous les sens dans une bonne inspection qui fait un bon inspecteur. Il y a même le sens du goûter, mais Moi, je m'y aventurerais pas, toi. je peux vous dire que l'efflorescence, c'est salé. Oui. Mais, tu as essayé? dans mon jeune temps, peut-être, oui. On n'est pas là, ne faites oublier ça, on va se limiter aux 4 sens. Donc, je divise habituellement aussi en 3 étapes les phases d'inspection. Tout d'abord, l'appréciation générale des lieux, ce qu'on voit à la première étape. Le but n'est pas aujourd'hui de commencer à faire un cours d'inspection, mais il faut comprendre qu'un bâtiment, c'est baigné dans quelque chose, ça a un environnement, et cet environnement-là, autour, végétation, orientation, exposition, etc., c'est l'incontournable, la première étape pour moi qui vient dans l'inspection, alors que la deuxième, ça va être celle qu'on connaît le plus, la question de la détection des indices qui nous permettent de penser qu'il y a un problème. Et finalement aussi, un élément important, c'est l'analyse des conditions intérieures. Donc, toujours faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur pour nous permettre de soulever des hypothèses quant aux causes possibles de détérioration. L'inspection nous donne un aperçu instantané des conditions apparentes. Elle nous fournit l'état de ce que nous pouvons voir, mais sans plus. À cet effet, elle sera souvent complétée par les ouvertures exploratoires, comme vous savez. Donc, des vérifications de données quantitatives, celles-là, question de température, teneur en eau, différentiel de pression et au moyen de différents appareils. Les ouvertures nous fournissent ainsi des informations sur la façon dont c'est fait et sur leur bon ou mauvais état. Il existe de nombreuses façons d'expertiser une enveloppe. On n'en fera pas le tour ce matin, mais on peut comprendre, dans le fond, qu'avec les ouvertures, on peut travailler sur différents éléments secondaires, par exemple avec des tests de fumée. Ici, comme on voit, à 3 échelles différentes, où c'est un test diagnostique, les 2 premiers, c'est vraiment de sensitif, de voir le sens des mouvements d'air ou s'il y a existence ou non de mouvements d'air, jusqu'à des enfumages, donc des infiltrométries complètes de bâtiments, comme la photo de droite, où on veut voir les circuits, dans ce cas-ci, c'est un bâtiment existant, une église, des circuits de circulation d'air à travers l'enveloppe. Dans une cavité murale d'un ouvrage en béton à gauche ou beaucoup plus vieux ici en pierre à droite, le monitorage électronique au moyen de sondes peut permettre d'enregistrer des données sur plusieurs mois et évidemment nous permettre de comprendre plus la performance de l'enveloppe eu égard à l'eau, à l'air ou au transfert thermique. Donc, on tombe dans un autre niveau d'appréciation et évidemment, les autres outils, je parlais de thermographie tout à l'heure, en voilà un ici encore. Les autres outils peuvent nous aider toujours à documenter. Dans ce cas-ci, c'était l'évaluation, si on regarde la photo de droite, de certaines parties d'intégrité des verres dans un mur rideau ou la teneur en humidité de certains éléments de maçonnerie à gauche. On a vu dans d'autres webinaires les essais d'arrosage en laboratoire. Il faut comprendre que les mêmes tests se font aussi, le même type de tests sont faits sur le site. Les données de performance qui sont recueillies dans les différentes expertises permettent enfin d'apprécier au moyen de simulation ce qui se passe dans l'enveloppe et ce qui pourrait se passer avec les recommandations que nous, que vous, qu'on va faire finalement dans un projet de réhabilitation de bâtiment. Donc, c'est vraiment une séquence d'interventions qui nous permettent d'aller assez loin pour arriver avec des solutions à envisager. Le relevé des conditions existantes dans les bâtiments anciens constitue évidemment un défi majeur afin de comprendre le fonctionnement des vieilles enveloppes, ici dans une école qui date de près de 100 ans, 1923. Dans le cas montré, ici sur la photo, il s'agissait d'un mur creux, comme on voit en bas, donc pourvu d'un parement indépendant et d'un mur massif derrière.
et dont les tests de mouillage, on parle vraiment de mouillage, comme on voit à l'eau, c'est à la partie haute, c'est des petits tuyaux de cuivre qu'on mettait puis on laissait couler des heures et des heures, nous permet de comprendre vraiment comment le mur agit, comment il agit comme masse finalement pour absorber puis s'assécher par la suite par l'extérieur, mais aussi par l'intérieur. En fait, après 96 ans de mise en service, l'enveloppe, toujours dans un mode de fonctionnement tel qu'à l'initiale, l'enveloppe avait été conservée intègre, elle était dans des conditions de conservation surprenantes. Je suis toujours dans la même école. Les images thermiques prises dans ce type de bâtiment-là nous permettent évidemment de voir les faiblesses thermiques. Donc, il s'agit bien sûr d'un mur non isolé, donc avec évidemment des transferts thermiques majeurs, mais ça nous permet de comprendre aussi où sont les zones humides, donc où sont les risques de matériaux humides ou détériorés dans l'enveloppe, comme on voit ici à la base de certaines fenêtres. Mais en dépit de ces éléments ponctuels, juste pour la petite histoire, c'était vraiment intéressant de voir la bonne performance de cette enveloppe centenaire. On devait, dans ce processus, c'est un processus un petit peu standard là, dans un type de bâtiment comme ça, pour bien comprendre le fonctionnement du mur existant, en vue de proposer une réhabilitation et de pair avec les équipes d'architecture du projet. Donc, on faisait une simulation hygrothermique, donc au moyen de logiciels qui nous permettent vraiment de voir comment se comporte le mur. C'est toujours le même mur avec une petite cavité murale derrière le parement, donc le mur creux, puis une grosse cavité murale entre la finition intérieure terracotta et le mur de masse. Pour bien comprendre finalement, vraiment bien comprendre l'importance de chacun des éléments et sous-peser finalement qu'est-ce qui pourrait être fait dans conditions de réhabilitation. L'expérience du relevé de cette école, puis de ce qui se fait finalement dans ce type d'études, ça constitue pour moi une implication d'une approche préconisée pour l'analyse des conditions existantes dans laquelle état et performance sont requis. Donc, c'est vraiment deux mots pour moi majeurs, question de état et de performance. Le tableau que je vous montre ici, toujours en lien avec un bâtiment institutionnel, est très petit. Vous ne voyez pas grand-chose, mais là n'est pas vraiment ce qui est important. Ce que je cherche à vous montrer simplement, c'est de vous indiquer comment on peut utiliser la différence, comment on peut illustrer, excusez-moi, la différence entre l'état et la performance. On voit ici en haut ma ligne de référence en partant au centre du système et des matériaux et des plans d'étanchéité, comme vous voyez, et pour aller soit vers la droite pour les constats ou vers la gauche pour la performance. En fait, le centre de l'analyse de l'état se fera au moyen du relevé des matériaux, briques, fenêtres, etc., alors que l'analyse de la performance passera par un examen du fonctionnement des plans d'étanchéité, eau, air, vapeur d'eau, isolation. Voici un agrandi de l'examen d'état, notre photographie instantanée des conditions existantes qui mèneront à des recommandations à caractère d'entretien, comme indiqué ici, remplacement de pierres, réfection de secteur de maçonnerie, soit ce que l'on retrouve habituellement dans une étude de vétusté ou d'entretien de bâtiment. La particularité sera ici non seulement de regarder l'état du matériau et du système, mais également son fonctionnement, voire son potentiel de réhabilitation. Au final, on pourra venir identifier non seulement ce qui fonctionne ou pas, mais développer des alternatives viables de conservation d'enveloppe. Un tel tableau d'analyse peut permettre, d'après moi, de bien identifier à un client le coût rattaché aux différentes opérations d'entretien et ou de réhabilitation. On a consacré peut-être trop peu de temps à la performance dans ce webinaire, mais mon intention était d'approfondir cette approche et peut-être d'en rediscuter, peut-être éventuellement justement dans un webinaire qui sera vraiment spécialisé sur la performance. Mais Richard, on a abordé ici les conditions de l'existence sous un angle plutôt technique. Il me semble pertinent de prendre quelques minutes pour l'aborder de façon peut-être plus globale en référant non seulement à la construction, mais aussi à la signification derrière. Oui, Madeleine, effectivement. Et l'étude que j'ai réalisée sur la performance de l'enveloppe, j'ai fait ça dans le cadre d'une maîtrise, m'a porté à considérer l'enveloppe du bâtiment à travers trois éléments particuliers: les facteurs qui façonnent l'état initial, les valeurs qui sont véhiculées par le bâtiment au long de sa vie, puis enfin les contraintes qui furent exercées sur l'enveloppe et qui définissent la performance en service, soit la partie que nous avons jusqu'ici regardée. On va s'attarder donc maintenant à l'existence même du bâtiment et de son enveloppe, de son origine jusqu'à la fin. Donc, on fait une petite ligne chronologique.
pour quelques minutes encore cette fameuse chronologie qui tisse toutes nos considérations techniques et de performance ensemble. Il y a plusieurs années, le CNRC a publié une étude suggérant que la performance d'une enveloppe diminuait avec le temps en dépit de toute maintenance jusqu'à ce qu'elle atteigne son état limite, à savoir la fin de son cycle. La courbe de performance publiée par le CNRC montre que cette performance, avec l'ajout de 3 moments clés que je propose ici, dans la durée de vie d'une enveloppe, bien, on les identifie comme l'état initial, la phase d'exploitation, donc la plus grande partie de l'édifice, et enfin, la dernière, l'état actuel. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, ma courbe à moi, finalement, j'ai repris la courbe du CNRC, et donc, sur la base de cette courbe-là, j'ai développé un diagramme suggérant que le type d'intervention à envisager à la fin de la durée de vie de l'enveloppe, ça révèle les questions qui se posent tout au long de cette vie de service. Ici, dans le fond, on cherche à proposer également des actions à mener pour optimiser les choix de l'intervention, telles que l'étude du contexte, de l'historique, l'observation, l'analyse de la performance ou les approches à prendre en compte. Il est raisonnable de penser que le contexte dans lequel les bâtiments ont été conçus et construits à l'origine peut avoir une incidence sur leur typologie et leur performance. Puis, il est également probable que l'aspect construction du bâtiment et la manière dont l'enveloppe a été réalisée ait également été affecté par ce contexte, façonné par diverses contraintes et valeurs sociales, économiques et culturelles. On va examiner maintenant la qualification par le contexte de construction, par les valeurs, par les contraintes. Donc, les 3 facteurs que j'ai voulu identifier. Les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la morphologie et le comportement de l'enveloppe ont été identifiés et présentés tout au long de la ligne de vie du cycle de vie du bâtiment que je vais vous présenter. Cette première figure montre tout d'abord le contexte de construction dans lequel le bâtiment est conçu et construit. Ensuite, viennent s'ajouter les valeurs véhiculées par le bâtiment lui-même tout au long de sa vie, tout au long de la durée de sa vie. Et enfin, les contraintes imposées au bâtiment qui pourraient l'affecter. Le résultat est l'état actuel de l'enveloppe, donc le moment actuel où je le regarde. Nous verrons chacun de ces 3 facteurs et leur impact. Donc, tout d'abord, la représentation du bâtiment dans son contexte de construction. L'état initial du bâtiment est affecté par le contexte dans lequel il a été construit. Il en va de même pour l'enveloppe du bâtiment en raison de son rôle d'obstacle au maintien des conditions intérieures conformes à l'utilisation qu'on va en faire. À cet effet, les éléments affichés à l'écran sont également des facteurs qui joueront un rôle majeur. On va parler du climat, on a parlé de la relation avec l'environnement, les ressources financières et énergétiques de l'époque où ça a été construit, la main-d'œuvre, matériaux, donc la connaissance de la pratique, donc tous les éléments qu'on discutait tout à l'heure dans l'historique et la reconnaissance de la façon dont le bâtiment a été pensé dès le départ. Le couvent de la Métairie, construit à Saint-Hyacinthe en 1890, est un modèle, d'après moi, exemplaire qui illustre bien le contexte de la construction en utilisant une construction novatrice à l'époque, inspirée par des techniques qui nous venaient d'outre-mer, mais aussi des matériaux disponibles localement. L'enveloppe ici est constituée d'un mur creux, rarement vu au Québec à cette époque. On est vraiment dans les premiers balbutiements du mur creux, composé d'un double mur extérieur en maçonnerie et d'une large cavité et d'un mur épais solide qui soutient la structure en bois, toujours en parfait état. Cet édifice-là a d'ailleurs été réhabilité. C'est un centre culturel à Saint-Hyacinthe, réhabilité par le bureau de façon très, très bien faite par ACDF à Saint-Hyacinthe. Deuxième facteur, suivant le contexte de la construction, et c'est peut-être le plus subtil, c'est la question des valeurs de la mémoire véhiculée par le bâtiment. Le terme valeur de mémoire, c'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment. Je l'ai tiré d'un ouvrage, Le culte moderne des monuments d'Aloïs Régel, qui a été publié en 1903. L'essai de Régel suggère que les valeurs véhiculées par un bâtiment se développent et s'accumulent tout au long de sa vie. 3 valeurs de mémoire principales sont donc associées à des moments significatifs du destin du bâtiment. Donc, je reprends ces valeurs-là de mémoire qui sont avancées par Régel pour essayer de les voir dans l'enveloppe, comment ça peut s'imager. Ici, le premier type de mémoire, on l'appelle la valeur délibérée, la commémoration, donc véhiculée depuis le moment de la construction, de sorte que le moment où un bâtiment est construit n'appartient jamais au passé, mais reste toujours présent
dans la conscience des générations futures. Les monuments sont un exemple parfait de ce type de valeur-là. Ici, une église qui a été recyclée, c'est une église, c'est la bibliothèque Étienne Corriveau, par Côté Cardas qui est, c'est ça. Très beau, très bel exemple de réhabilitation justement, mais où on confère une valeur de mémoire délibérée, donc on commémore quelque chose, une église qui était faite par l'architecte Roy dans les années 60. Cette image montre bien la morphologie puis le voile de bois de l'église qu'on a voulu conserver puis contribuer à marquer un caractère unique du site. Puis c'est un lieu évidemment de célébration de la foi et dès sa construction en 1963 qu'on a cherché à conserver. Deuxième valeur de mémoire, les valeurs non intentionnelles, dont l'intérêt se développe pendant la durée de vie d'un bâtiment, car il présente un intérêt à un moment donné. J'ai pris l'exemple de la maison Grégoff sur la Grande Allée à Québec, qui est construite en 1850 et qui est devenue célèbre, non pas parce que c'est une maison exemplaire, c'est vraiment une maison typique construite du 19e siècle, mais parce qu'elle a un jour brièvement abrité finalement un peintre célèbre, Cornelius Grégoff. Donc, le bâtiment, l'enveloppe, l'ensemble prend mémoire finalement à travers une valeur qui est non intentionnelle au départ. Et finalement, la troisième valeur, c'est la valeur d'âge, le souvenir, ce qu'on va attribuer à la fin de la vie d'un bâtiment en relation avec la valeur conférée par l'accumulation des années. C'est l'édifice du gouvernement du Québec que vous connaissez probablement tous, les édifices J et H, sont un bel exemple de bâtiments réhabilités et qu'on a cherché à conserver en souvenir de quelque chose, en souvenir d'une certaine période, donc de 1973, bâtiment réhabilité il y a 10-15 ans par la Société québécoise des immobilisations et bâtiment évidemment qui est un témoin marquant de son époque dans l'histoire de notre architecture. Les différentes valeurs ont fourni un cadre analytique à l'étude ou peuvent fournir à l'étude qu'on fait d'un bâtiment selon le type, évidemment, le type d'usage, le type d'intervention. Il y a une liste qu'on peut trouver, moi, que j'ai listée, là, c'est-à-dire que je suis allé chercher un petit peu partout, autant pour les valeurs intentionnelles, non intentionnelles que d'ancienneté. Et on peut en trouver facilement un paquet qui peuvent nous aider à nous positionner. Et ça va aussi loin que la valeur éducative, psychologique, touristique, évidemment archéologique, etc. Puis après le contexte de construction et les valeurs, on va voir finalement maintenant les contraintes qu'on va imposer à l'enveloppe tout au long de sa vie en service. Diverses contraintes affectent les performances de l'enveloppe du bâtiment, telles que celle-ci. C'est celle qu'on reprend tout à l'heure, donc vraiment beaucoup d'éléments qui vont venir aggraver, détériorer, qui vont venir blesser finalement la question de l'intégration, de la matérialité, de la technique, de l'enveloppe du bâtiment, bref. Donc, toutes des contraintes qui entraînent un changement de performance et qu'on va appeler la perte de performance des assemblages. Les contraintes imposées représentent donc le troisième facteur identifié comme ayant, selon moi, un impact majeur sur le bâtiment après le contexte de construction et la valeur de mémoire. L'enveloppe de l'immeuble de la CSST, construit en 1975 à Québec, est un bon exemple pour moi de cette perte de performance résultant du stress climatique et de l'âge de la détérioration des matériaux. Paradoxalement, ce qui donne au bâtiment une valeur patrimoniale, une certaine valeur patrimoniale, à savoir les caractéristiques spécifiques de son enveloppe et de sa composition exosquelettique, sera également une des raisons même de sa perte si rien n'était fait rapidement. J'ai eu la chance de travailler sur ce bâtiment-là plusieurs années. Malheureusement, le temps a fait son œuvre et aujourd'hui, ce bâtiment-là, il est en cours de démolition. Il va être démoli incessamment. Les contraintes imposées à l'enveloppe du bâtiment ont un impact considérable sur la performance de cette enveloppe tout au long de la vie d'un bâtiment. La performance, on va se rappeler, repose sur deux aspects. Premièrement, le besoin fondamental de protection contre les agressions extérieures. Et enfin, une recherche d'équilibre en termes de confort physiologique, psychologique, sociologique et économique. La notion de performance se manifeste tout au long de la vie d'un bâtiment. Cette figure illustre, dans le fond, c'est un sommaire de ce qu'on a parlé depuis 10 minutes, ces différentes étapes de performance, des petits carrés en bas en mauve, avec les contraintes imposées. Donc, je vais terminer avec ce tableau-là, avec ce commentaire-là sur les carrés mauves. Le processus d'évaluation de la performance varie en fonction du temps et des objectifs.
Alors que les performances théoriques, au début anticipées par un calcul basé sur des données, les performances initiales sont déterminées à partir de tests effectués sur les matériaux en service. Les performances en service affectées par la détérioration des composants tout au long de leur vie ont longtemps été évaluées uniquement sur la base de méthodes empiriques. Mais ces méthodes sont maintenant supportées par des tests standardisés. En revanche, l'évaluation globale d'un assemblage, appelée la performance totale ou globale du bâtiment, implique d'analyser l'enveloppe comme un tout indissociable et non comme une accumulation de performances de matériaux individuels. Je termine avec le cas du Faubourg Saint-Louis à Québec, qui est un bon exemple où une enveloppe a pu résister au stress des intempéries pendant 45 ans. La construction d'un bâtiment de 31 étages juste à côté a créé des contraintes de vent majeures qui, combinées évidemment aux tempêtes de pluie, semblent avoir progressivement causé la défaillance des composantes internes de la façade. En conséquence, on voit que l'analyse de la performance actuelle d'une enveloppe doit tenir compte d'un ensemble de conditions, dont des conditions locales. Ici, un bâtiment dont la façade a dû être refaite, une grande partie de la façade finalement en raison de ces agressions-là. Lors de la planification du projet de réhabilitation, le défi de la performance recherchée consistait ici à fixer des objectifs de performance appropriés, pouvant impliquer soit une mise à jour, soit une optimisation des conditions existantes. Voilà tout un défi qu'on a, et malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, sur la question de la transformation, l'entretien ou la réhabilitation et les implications que ça concerne au niveau des codes. La réhabilitation est une opération complexe, comme on voit. Contrairement aux nouvelles constructions, elle doit prendre en compte les impératifs patrimoniaux, sociaux, mais aussi économiques, ainsi que le contexte culturel dans lequel le bâtiment a été conçu. La question posée au début est comment construire? À un moment donné, surgit la question comment poursuivre la construction? Que faire lorsque la hutte, la maison ou le nid doivent se confronter à des utilisations renouvelées ou à des exigences radicalement différentes? Le but de mon étude était d'identifier les facteurs qui affectent la performance de l'enveloppe et de comprendre comment cette notion de performance est gérée. On a identifié un certain nombre de facteurs qui caractérisent un bâtiment et son enveloppe, contexte de construction, valeur véhiculée et contraintes imposées au bâtiment tout au long de sa vie. Cette étude révèle, Richard, le lien étroit entre les aspects techniques et les aspects plus contextuels. L'évolution des matériaux et des systèmes de construction résulte de considérations techniques et économiques, mais aussi d'une adaptation aux nombreux changements qui affectent la société, notamment ceux liés au confort, aux conditions régionales et aux traditions. Au tout premier webinaire, si tu te souviens, on avait demandé à quelques architectes ce que représentait l'enveloppe du bâtiment. J'aurais envie de leur laisser ici la parole à nouveau et leur demander quels sont, selon eux, les défis de demain pour l'enveloppe du bâtiment. Alors, on avait pris une petite vidéo. Oui, Madeleine, on va le regarder. Si tu permets, je vais lancer la vidéo. Le principal défi, à mon avis, ce n'est pas l'isolation ou la résistance thermique de l'enveloppe, c'est plutôt le cheminement de l'eau. Là, on fait plus référence à la conception, mais porter attention sur l'écoulement de l'eau, le chemin que peuvent emprunter les petites gouttes d'eau. C'est très important dans le développement des détails d'architecture. Maintenant, les gens se fatiguent du parement extérieur. Alors, il faudrait concevoir un arrière-mur, et ça peut se faire très bien, qui, au bout de 20 ans, si on veut, on recycle les panneaux d'aluminium, par exemple, on les revend à quelqu'un qui les pose ailleurs, puis nous autres, on se met à monter de la brique, pourquoi pas? Mais on a toujours cet arrière-mur-là qui peut durer 100 ans s'il est bien fait, 100 ans, 150 ans, peu importe. Ça serait atteindre l'étanchéité pour avoir une meilleure efficacité dans les climatiques. Ce serait déjà que, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire tout ce qui est étanchéité à l'air et à l'eau, que ça soit bien installé. On a déjà des produits performants, beaucoup de normes. Le défi, c'est que tout ça soit performant de par l'installation. Moi, je pense que il y en a, en gros, je dirais que c'est surtout la nouvelle technologie avec les nouveaux matériaux, mais l'essentiel, c'est d'essayer d'intégrer le développement durable dans tout ça.
Principal défi, ça serait d'être capable de maintenir un confort à l'intérieur, mais en même temps interagir avec l'extérieur. Pas complètement sceller hermétiquement les occupants du milieu ambiant. C'est de mettre l'emphase auprès des concepteurs pour qu'il y ait de plus en plus de conceptions intégrées, qu'on soit capable de réaliser une enveloppe qui répond autant, d'abord et avant tout aux utilisateurs, mais au système de mécanique intérieure, au climat ou l'orientation ou l'implantation du bâtiment, dans quelle ville, dans quel contexte, plutôt que de se limiter à des ratios de résistance thermique seulement. Ah mon Dieu, on rentre dans des climats auxquels on est moins préparé, on rentre dans les changements climatiques. On a des codes à suivre, etc. On s'aperçoit facilement que les températures extérieures, chez nous par exemple, au Québec, varient. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens ont à dire. Une très belle conclusion sur ce que nous réserve l'enveloppe. Dans le fond, c'est ce que je retiens. Bon, il y a plein de choses qui ont été dites avec les gens. C'est le dernier webinaire de cette aventure-là, des 5 webinaires. Évidemment, il va y en avoir d'autres qui vont suivre, mais cette série-là, la première série, essayer de faire une synthèse d'à peu près tout ce qu'on pouvait aborder dans l'enveloppe. On ira plus en profondeur éventuellement. Mais pour cette raison-là, j'ai pensé de vous présenter comme conclusion les 12 travaux d'Hercule. Ça va être très court, ce ne sera pas très long, mais c'est peut-être 12 recommandations qui m'apparaissent importantes et que j'ai retirées du contenu des 5 webinaires qui ont été présentés. Donc, allons-y par le premier travail. Évidemment, on en a parlé, la question de la prise en compte du contexte climatique, géographique, socio-économique, les changements climatiques. On a beaucoup de travail à faire de ce côté-là et on va être beaucoup, en tant que professionnels, je pense qu'encore toujours, on est 84% d'architectes qui assistent au webinaire aujourd'hui. Donc, on va avoir un rôle important à jouer de ce côté-là sur comment on va appliquer ces changements-là dans notre façon de faire. Deuxième chose, évidemment, la question de la séquence des matériaux. Je vous ai parlé du mur parfait, donc un mur qui existe depuis longtemps, mais qui était en développement, surtout au niveau plus résidentiel, tant mieux aujourd'hui, parce qu'on l'utilisait beaucoup, on l'utilise plus dans l'institutionnel, mais en séquençant finalement nos matériaux vers l'extérieur. Donc, je pense que on en a donné des exemples, des références dans le webinaire 2. Et en lien avec ça aussi, le contrôle des plans d'étanchéité. Pratiquons les plans d'étanchéité. C'est vraiment simple, puis ça nous aide à mieux comprendre comment faire nos détails. Quatrièmement, toujours la question de la mécanique du bâtiment. C'est essentiel de bien connaître la mécanique qui va être donnée ou la discussion qu'on a avec nos ingénieurs, etc., pour bien assimiler finalement le lien qui va interagir enveloppe mécanique du bâtiment. Au niveau des assemblages, je vous dirais qu'il y a 2 mots que je reprends, que j'avais déjà présenté, la question de la simplicité et de la compacité. Oui, on peut faire plein de choses extraordinaires, mais normalement, nos assemblages devraient être simples, devraient être facilement compréhensibles, facilement entretenables et avec, évidemment, à haute durabilité, donc un cycle de vie qui est le plus long possible. Sixièmement, respect des limites des matériaux et des assemblages. Les matériaux ont des propriétés. Il s'agit de respecter ces propriétés-là. On en a fait la liste dans un des webinaires, une liste sommaire, là, mais de comprendre les principes à la base pour y aller toujours dans les limites. 7e, évaluation du potentiel de combinaison de matériaux, de systèmes. Je ne pense pas qu'il y a des matériaux et des systèmes parfaits, mais je pense qu'on a la chance souvent de juxtaposer des ensembles. On a parlé brièvement d'isolants qui sont moins performants quand il fait plus froid, qui perdent un petit peu de leur performance. On peut les améliorer ou garder leur performance en ajoutant d'autres types d'isolants. C'est ça, dans le fond, travailler avec des systèmes hybrides. Et je pense que c'est fort important qu'on s'implique dans cette aventure-là de bien comprendre nos matériaux. Et bien aussi, là, c'est un mot très complexe, le mot esthétique, là, mais de bien assimiler l'esthétique de nos bâtiments avec le rôle qu'on veut donner à l'enveloppe. Je pense que l'esthétique est au service de l'enveloppe et vice-versa, et on peut faire des choses extraordinaires en autant qu'on pense déjà enveloppe, intégrité, assemblage, détail dès le début de notre design.
Neuvièmement, ça c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais un vrai protocole de protection de chantier. On aura beau tout faire ce qu'on vient de parler des luttes premières, l'important évidemment c'est d'avoir un chantier finalement qui fonctionne bien avec des protections. J'ai un collègue, Nicolas, qui était à Berne dans une convention il y a 2 semaines, 3 semaines. Il m'a rapporté des photos de chantier en Suisse. Et vous irez voir comment que les chantiers se font en Suisse avec des toiles de protection au-dessus de l'ensemble des bâtiments. On est très loin de ce qu'on fait ici. C'est vraiment intéressant à voir quand on se promène un petit peu. Lui a eu la chance d'aller voir justement ce qui se passait là-bas. 10e, conception, exécution favorisant et prévoyant l'entretien régulier et permanent. L'entretien, ça commence pas quand le bâtiment est en opération, ça commence dès la conception pour intégrer la façon dont on va entretenir. Programme d'entretien préventif, c'est quelque chose que je souhaite ardemment, mais je sais que souvent c'est des budgets qui manquent rendus à cette étape-là, mais de comprendre qu'on n'aille pas toujours au curatif, mais au préventif. Donc, on sait qu'il va y avoir une limite à tout, puis on prévient évidemment le dommage juste avant que ça arrive. Et 12e, la question du contrôle de la qualité. De ce côté-là, on a des beaux défis qui nous attendent aussi, ou du chemin à faire, les deux, par rapport au contrôle de la qualité. Alors, ça complète les 12 travaux d'Hercule que j'avais à vous recommander. Merci Madeleine de m'avoir accompagné dans ces 5 premiers webinaires. Merci à toi. On avait parlé de questions. Oui, en fait, on a eu des questions et des commentaires. Je vais commencer par j'appellerais les pas vraies questions. Oui. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que c'est possible de recevoir la liste des documents de référence dont tu as parlé relativement au début du webinaire? Moi, ce que je vous dirais, c'est, Richard, tu n'as pas d'objection à ce qu'on envoie cette liste-là? Non, il n'y a pas de problème. Ce que je vous demanderais peut-être, c'est de nous envoyer un courriel pour demander cette liste-là et puis on la fera parvenir là, aux gens qui l'auront demandé. Il y avait un commentaire de quelqu'un qui disait que la vidéo coupait peut-être. Je veux juste vous rappeler qu'on suggère fortement la ligne fixe plutôt que d'utiliser le Wi-Fi. Alors, les vidéos sont assez lourdes. Alors, c'est possible qu'avec la bande passante, qu'il y a un petit peu de lagage là, si vous séparez une ligne Wi-Fi avec des gens qui en font la demande. Et puis, le dernier vidéo coupait un peu abruptement. Alors, si les gens ont dit ça coupait abruptement, le vidéo coupait abruptement. Alors, passons maintenant, on a une vraie question. On demande que pensez-vous du design intégré à l'enveloppe du bâtiment? Justement, je pense que c'est Benoît Gariepi dans la présentation qui en a parlé. C'est intéressant. Je pense que la question était arrivée avant, mais la question du design intégré dans l'enveloppe du bâtiment, je pense que c'est une approche, le design intégré en général, c'est une approche de mettre tous les gens, les différentes parties, les parties prenantes ensemble dès le début du concept. C'est intéressant, très intéressant, d'autant plus dans la question de l'enveloppe du bâtiment, alors que l'enveloppe du bâtiment, donc la manière dont on fait les assemblages, souvent, c'est prévu en cours de conception et ça devrait, et on le voit dans le travail qu'on fait ici, quand on fait partie des équipes, dès le départ, que ce soit nous, puis il y a d'autres bureaux qui en font comme tel, l'enveloppe du bâtiment, qu'elle soit intégrée dès le départ, c'est une bonne chose. On a aussi maintenant des procédures qui existent en Amérique du Nord, donc qui nous aident à faire ces processus intégrés-là dans l'enveloppe. Moi, je ne suis pas spécialiste de ce côté-là, mais je sais que ASTM a développé un protocole. C'est ça, des procédures, finalement, des normes. C'est ça qui peut nous aider beaucoup. Et ce que je trouve fort intéressant, puis la question me rappelle surtout ce que je fais à l'Université de Montréal occasionnellement, mais presque à tous les ans, il y a la maîtrise en architecture, la maîtrise professionnelle, l'atelier de finissant, est donné dans un cadre très, très intéressant où, dès le départ, les étudiants finissants sont confrontés à rencontrer des spécialistes de différents domaines, donc pour expliquer leur projet. Et c'est tout à fait intéressant. Moi, c'est toujours un plaisir d'y aller. Puis aussi, je côtoie, il y a des gens d'acoustique, des gens il y a des gens en structure, des gens en mécanique. Donc, les jeunes finissants peuvent, dès le départ, dès le début de leur concept, se questionner sur ces éléments-là. Et ça n'arrive jamais trop tôt. On n'est pas là pour couper des ponts quand on est avec tout le monde. C'est travailler ensemble, c'est ça. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Je pense que c'est bénéfique pour tous les intervenants, pas juste au niveau des concepteurs d'enveloppe. Ça terminerait. Moi, je n'ai pas d'autres questions, mais il faut voir que c'était clair. Écoutez, là, j'ai une autre question qui est apparue, savoir si c'était possible de visionner l'enregistrement du webinaire. En fait, j'en venais là. Donc, il y a un courriel qui va compter votre attestation que vous allez envoyer. Laissez-nous peut-être 2 semaines. C'est surtout qu'on a un peu de montage à faire dans l'enregistrement du webinaire. Alors, dans l'envoi de votre attestation, il y aura un lien
pour aller visionner l'enregistrement de ce webinaire-ci. Et puis, à la fin, en terminant, quand vous allez écrire, vous allez avoir un petit sondage. Alors, on vous demande évidemment de le compléter. Mais comme ça terminait le 5e webinaire, on a déjà des demandes pour continuer. Oui, et ce qu'on a besoin, c'est certainement de suggestions de sujets aussi. Qu'est-ce qui vous intéresserait dans le cadre d'un webinaire? Alors, puis, je vous rappellerai que, d'ailleurs, on ne fait pas que des webinaires, on a aussi des formations qu'on peut développer pour des bureaux d'architectes, par exemple, ou chez des entrepreneurs qui ont des besoins spécifiques. Alors, c'est des choses qu'on fait. Là, tu dis qu'on on avait un commentaire sur la vidéo qui avait peut-être un peu de retard. Alors, ben, écoutez, c'est possible. Alors, ça dépend aussi des ordinateurs que vous utilisez. Alors, ben, je pense que ça termine. Oui. Merci à tout le monde. On voit qu'on a tout le monde du début à la fin. Faut voir que t'as pas dormant que ça. Merci, c'est Claudio qui a quitté, là, mais qui est avec nous. Et puis, ben, écoutez, comme je vous rappelle, donc, vous allez avoir votre attestation bientôt. Gênez-vous pas. Envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous des courriels. Et puis, ça nous fera plaisir de vous avoir à nouveau pour d'autres séries de webinaires. Alors, bientôt et bon après-midi à tous.